Aujourd'hui, la francophonie, on est plusieurs décennies après la fin de la colonisation. La langue française, elle n'appartient pas aux Français. L'OIF a été créé par 4 hommes du Sud, pas par la France. Ça a été créé par le président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, le président du Niger, Amani Diori, le roi Sihanouk du Cambodge et le président Bourguiba de Tunisie. Ce sont 4 hommes des pays du Sud qui ont décidé que la langue française pouvait être un atout dans leur coopération avec le reste du monde. Donc voilà, il faut changer de mindset. Bonjour, je suis Auria, je suis porte-parole pour l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, vous m'avez posé beaucoup de questions sur les réseaux de Brut Afrique et je suis ravie de pouvoir y répondre aujourd'hui. Alors, Ava Connaisseur qui me demande à quoi ça sert l'OIF en fait, à quoi ça sert ce sommet. C'est très loin des préoccupations et de nos problèmes du quotidien. Alors effectivement, à quoi ça sert l'OIF? C'est une question qu'on me pose beaucoup. Et en plus, comme j'ai la charge de la communication de l'institution, je peux vous dire que c'est mon challenge au quotidien, expliquer ce qu'on fait. En fait, l'OIF, c'est simple, c'est une organisation internationale qui réunit tous les pays qui ont la langue française en commun, c'est-à-dire 54 pays membres de plein droit, 27 pays observateurs et 7 associés. Alors, à quoi sert le sommet? C'est simple. Le sommet, c'est comme le gros conseil d'administration de notre organisation. Donc, c'est le moment où tous les États, au niveau le plus haut, c'est-à-dire les présidents, se réunissent pour discuter des projets de l'organisation, pour donner les orientations aussi aux équipes de l'OIF pour savoir ce qu'elles vont faire pendant les 2 prochaines années. Et effectivement, ça peut sembler loin des préoccupations et des problèmes du quotidien, mais c'est justement pour ça qu'on a fait des réformes et on est très fiers de dire que depuis le dernier sommet qui s'est passé en Tunisie, en fait, on a vraiment travaillé sur des formats de sommet qui se focalisent vraiment sur les préoccupations des gens. Et en fait, pour la petite histoire, on fait travailler les présidents, ce qui n'était pas le cas avant, et on leur demande de réfléchir et de proposer des recommandations. Donc oui, on essaye de changer les choses petit à petit. Alors Yvon Laurent qui demande est-ce que les jeunes pourront participer au sommet au sein des délégations nationales? Et deuxième question, pourquoi l'OIF n'organise pas de sommet jeunesse en marge du sommet des chefs d'État? Alors, ça a eu lieu, c'est déjà arrivé dans le passé qu'il y ait des sortes de sommets jeunesse ou conférences de la jeunesse. C'est une idée qu'on a abandonnée pour l'instant parce qu'on se rendait compte qu'en fait, c'était plus un gros investissement événementiel avec finalement peu de résultats concrets. Le parti pris aujourd'hui pour l'OIF, c'est de vraiment se préoccuper des jeunes. D'ailleurs, le thème de cette année, c'est en lien direct avec l'emploi de la jeunesse. Mais de les inclure dans la conversation. Il y aura des jeunes qui ont été sélectionnés par tous les pays membres qui vont s'asseoir autour de la table avec les présidents et qui auront un mot à dire en fait. Diarra Ndiaye qui me demande ce qui est prévu pour la société civile lors du sommet de la francophonie, s'il y a des initiatives ou des espaces de participation spécifiques pour les associations et les acteurs de la société civile. Alors c'est vrai que le sommet, c'est vraiment une instance politique, mais comme c'est un moment fort pour la vie francophone dans le monde, en marge de ce sommet, on organise beaucoup d'événements qui réunissent la société civile, notamment autour de la culture, autour du patrimoine aussi. Quand je dis la culture, c'est la culture contemporaine, mais le patrimoine culturel des États. Et c'est comme ça qu'on a des lieux de rencontre. Et cette année, c'est au 104, à Paris. On a une question de Richard Choubaka qui demande comment l'Organisation internationale de la francophonie parvient à dissocier son action de la politique étrangère de la France, avec une sous-question, la perte progressive du pouvoir géopolitique de la France en Afrique, combinée au fait que la langue française est parfois perçue comme un outil d'acculturation et de domination coloniale, n'affecte-t-elle pas l'agenda et la perception de l'OIF auprès des pays membres, en particulier en Afrique? Alors c'est une très bonne question, et c'est une question contre laquelle on se bat tous les jours, et surtout moi, directrice de la communication. Je pense que c'est le plus gros défi que j'ai, c'est cette déconstruction d'un cliché qui a la peau très très dure, selon lequel la francophonie c'est un outil de la France. La réalité c'est qu'on est souvent pris dans cet amalgame entre la relation bilatérale que la France a avec certains pays et notre action qui est une action totalement multilatérale qui implique la France, d'autres pays d'Europe, l'Afrique, mais également des autres régions comme l'Amérique du Nord, le Canada, l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, le Cambodge. Mais moi, je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler que la francophonie, telle qu'elle existe aujourd'hui, l'OIF, a été créée par 4 hommes du Sud, pas par la France.
Ça a été créé par le président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, le président du Niger, Amani Diori, le roi du Cambodge, le roi Sihanouk du Cambodge et le président Bourguiba de Tunisie. Ce sont 4 hommes des pays du Sud qui ont décidé que la langue française pouvait être un atout dans leur coopération avec le reste du monde. Donc voilà, il faut changer de mindset. J'ai une question de KBA 1017 qui me demande pourquoi cette dame Mushikiwabo, rwandaise de nationalité, est responsable de l'organisation à base de la langue française. C'est très simple, elle est rwandaise et le Rwanda est un pays membre fondateur de l'OIF qui était parmi les 21 pays qui ont fondé l'OIF en 1970 et qui est un pays qui est totalement multilingue, qui a 4 langues officielles, le Kinyarwanda, l'anglais, le français et le swahili. Donc elle n'a pas à s'expliquer ou à s'excuser d'être où elle est. Elle est rwandaise, multilingue, fière de l'être et fière de diriger cette organisation qui regroupe des pays qui sont pour la quasi-totalité multilingues en fait. Ils ont le français, mais ils ont également d'autres langues officielles, donc pas de complexe à ce niveau-là. On a une question de Maisonnous qui demande la Guinée est-elle le seul pays qui a été suspendu par l'OIF suite à un putsch? Si oui, pourquoi ne l'ont pas été le Mali, le Burkina et le Niger? Pour que cela ne soit pas qualifié de 2 poids 2 mesures, qu'est-ce qu'il explique? Alors pas du tout en fait. Le Mali, le Burkina et le Niger sont tous suspendus de la francophonie telle que l'a été la Guinée. La seule différence entre ces pays et la Guinée qui a été qui a eu la levée totale de suspension, c'est la volonté de progresser dans le chemin de la transition. Donc aujourd'hui, les pays qui ont décidé, les États membres de la francophonie qui ont décidé de lever la suspension l'ont fait vraiment dans un signe de solidarité et d'encouragement envers un pays qui a témoigné de la volonté en tout cas de rester à l'écoute de la communauté internationale et de se remettre sur les rails. Donc voilà, c'est ça qui fait la différence. Et le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont tous bien entendu invités à suivre un processus pareil, mais c'est aux États de décider. On a une question de Neva Degama qui demande comment l'OIF aborde-t-elle la question de la diversité linguistique et culturelle au sein de la francophonie? Sans complexe. On l'aborde sans complexe. On a souvent à tort l'impression que la francophonie, c'est la défense de la langue française, un peu comme si on était en guerre ou en croisade contre les autres langues. Ce n'est pas du tout le cas. Je pense que c'est une organisation qui est juste fière de pouvoir réunir des pays qui ont un point commun, qui est une langue, et qui se disent que ça peut être un atout pour agir comme un bloc d'influence. On a une question de KBA 1017 encore, qui demande qu'est-ce que cette organisation fait pour les Africains ou pour l'Afrique? Moi j'ai envie de dire presque tous les programmes de l'OIF, en tout cas une grande partie de ces programmes sont déployés en Afrique. On a déjà un institut qui est basé à Dakar, qui s'occupe de formation, d'éducation et formation, et qui déploie quantité de programmes qui visent à former les enseignants, notamment sur les questions d'outils numériques. Celui que je préfère, c'est celui qui s'appelle La francophonie avec elle. C'est un programme qu'on a lancé en 2020 pendant la pandémie et qui vise à accompagner des femmes qui ont été mises en situation vraiment de précarité à cause des crises. Et on s'est rendu compte depuis la pandémie que la pandémie, c'était juste un exemple, mais qu'il y a tellement de choses auxquelles elles sont confrontées. Ça peut être des problèmes climatiques, sécuritaires. Mais les femmes sont souvent celles qui comme elles portent la famille et elles ont des métiers souvent qui reposent sur l'économie informelle, elles sont les premières à payer les pots cassés des crises. Et ce programme qui s'appelle La francophonie avec elle, depuis, fait des miracles en fait. On a une question de Sabari Sougri qui dit « Quel est l'avenir de la francophonie en Afrique si la jeunesse africaine qui est censée la tenir est en train de la haïr si fort de nos jours ?» Moi, je pense qu'il faut nuancer cette question. Je ne pense pas que la jeunesse africaine est la francophonie. Ce serait un raccourci, je pense, trop facile. Je pense qu'effectivement, dans certains pays, en raison de la situation politique, il y a un sentiment de rejet. Ça peut arriver, mais ça peut aussi passer. La réalité d'aujourd'hui en Afrique, déjà, on sait que dans la plupart des pays, 70% de la population a moins de 25 ans. Donc la jeunesse de la francophonie mondiale, elle est en Afrique. Est-ce que cette francophonie, est-ce que ces jeunes haïssent la langue qui leur donne des opportunités, qui leur font accéder à l'emploi, qui leur permettent
connecter avec le monde parce que beaucoup de ces pays, la langue française, c'est la langue qui ouvre vers l'international. Donc je ne pense pas qu'il y a de la haine envers la langue, je pense qu'il y a un peu de révolte parfois par rapport à des réalités politiques qui les frustrent et qui les dépassent. Et encore une fois, une réalité dans un pays n'est pas la même dans un autre, donc il faut nuancer.